Allô, maman. Bonjour. Bonjour mon fils, ça va? Je vais bien, merci. Et papa? Oh, ton père se porte bien. Aïe, oh. Mais tu ne m'as plus envoyé les sous comme promis. Ouais, vraiment désolé, maman. Je te l'envoie aujourd'hui, t'inquiète. Non, non, envoie en même temps avant que tu n'oublies encore. Ok, pas de problème, je le fais tout de suite. Tu peux même vérifier. Tu es sûr? Ouais, je te paie l'abonnement télé et je te rembourse le crédit pour ton long appel. Ah oh, merci mon fils, Dieu te bénisse. Amen, amen. Je t'aime, maman. Bisous. They dance to my music and they show me love. Girls wanna touch, wanna love, they want the love. Say I got one life, make I leave, I'm see I don't try. Hustle for street I know. Bonsoir à tous et toutes nos excuses pour le retard qu'accuse ce numéro, ce 5e numéro de notre événement, de notre webinaire intitulé UBA Business Series. Eh bien, vous le savez, c'est un webinaire que la banque organise pour fournir à ses clients, les potentiels clients et ceux qui existent déjà, eh bien, leur fournir, disais-je, des expériences d'apprentissage pratiques pour leur permettre de faire passer leur entreprise à une étape supérieure. Alors, la session d'aujourd'hui se concentre sur un domaine d'activité assez particulier et a donc pour thème construire une autonomie financière autour d'une entreprise de mode et de lifestyle. La session va durer environ 1 heure d'horloge et va se terminer par une séance de questions et réponses au cours de laquelle vous pourriez justement poser vos questions. Alors pendant la session, nous vous demanderons donc de nous laisser en commentaire vos questions, vos contributions, vos préoccupations en lien avec le sujet bien évidemment, puisque seules les questions, vos réactions et commentaires qui sont en lien avec le sujet pourront être relayés. Vous voudrez bien également préciser votre nom et votre titre, votre entreprise au besoin pour nous permettre de mieux vous suivre. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous nous intéressons à un domaine d'activité assez particulier. Nous allons explorer l'univers de la mode et du lifestyle. Il est bien possible de construire une certaine autonomie financière dans une entreprise qui s'intéresse à la mode et au lifestyle. Et vous savez, quand on parle de mode, de luxe, ce sont des métiers créatifs qui sont donc au cœur de ce secteur de la mode. On parle du vêtement, de l'accessoire, de l'image, même de façon globale. Alors aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une femme qui a su faire son chemin dans cet univers de la mode. Créatrice de bijoux, initiatrice de la marque Perlicious, eh bien, c'est une Béninoise qui aujourd'hui fait partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs africains qui ont fait le pari donc de la créativité. Alors qu'elle était promise à une belle carrière en audit et en contrôle de gestion, Sarah Kodjo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, jeune dame de talent, a décidé de tout laisser pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a donc très tôt découvert sa passion, une sorte de création artistique. Et depuis les bancs de l'université, où les premières flammes de cette passion-là ont commencé par brûler en elle jusqu'à ce jour, eh bien, elle conduit de main de maître son entreprise qui aujourd'hui propose à sa clientèle une ligne d'articles qui est majoritairement centrée sur les accessoires, les bijoux et autres perles précieuses ou semi-précieuses. Alors depuis 2009, où elle a lancé sa marque, elle n'a fait que multiplier des distinctions et des reconnaissances. En 2012, par exemple, l'ONG internationale Oxfam lui a proposé de représenter le Bénin au projet Fair Play, Play for Union, un projet organisé par l'Union africaine. L'année qui a suivi, en 2013, eh bien, c'est l'ambassade des États-Unis au Bénin qui a consacré ses créations, j'allais dire, au rang de meilleurs produits culturels du Bénin.
2 ans après, soit en 2015, eh bien, c'est la Jeune Chambre internationale qui, c'est donc de cette Jeune Chambre-là qu'elle reçoit le trophée de la jeune entrepreneur culturelle au Bénin. Et en 2016, c'est le géant MTN, à travers sa filiale du Bénin, qui a proposé à notre invitée aujourd'hui d'être ambassadrice pour sa clientèle de prestige. Autant vous dire que celle que nous recevons aujourd'hui a multiplié les distinctions à travers sa casquette, ses multiples casquettes d'entrepreneur hors pair. Celle-là qui réussit justement aujourd'hui à créer des produits de luxe made in Africa. Nous avons le bonheur, mesdames et messieurs, de vous présenter Madame Sarah Kodjo. C'est un immense bonheur pour nous de vous avoir avec nous pour ce webinaire. Il est le dernier numéro de cette année 2021. Et pour le bonheur de nos clients, de tous ceux qui nous reçoivent en ce moment en direct sur la page Facebook de UBA Bénin, nous avons ce bonheur-là de vous avoir avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Et vraiment, désolé pour le retard, il y avait beaucoup de soucis techniques, mais tout est géré maintenant. Du sujet, je voudrais rappeler une fois encore à tous ceux-là qui nous suivent en direct sur notre page Facebook de nous laisser en commentaire leurs questions, leurs préoccupations et tout à l'heure, vous allez certainement y apporter toutes les clarifications nécessaires à ces différentes préoccupations-là. Madame Sarah Kodjo, c'est à vous maintenant. Ok, alors ce que je vais faire, je suis totalement contre les webinaires très axés sur de longs bavardages, donc je vais aller vite. Le plan est très simple, je vais vous présenter ma bio. Le palmarès, vous en avez déjà parlé et on va entamer directement ce qui a rapport avec le sujet, donc tout ce qui a rapport avec les finances et l'investissement qui permet de partir d'une petite entreprise pour différentes entreprises sur 2 continents. Donc, en termes de biographie, je me présente, je suis Sarah Kodjo, je suis béninoise et je suis multi-entrepreneur. Je suis à la tête de 3 entreprises par les choses d'Azil Skin et Ice London Coffee and Chocolate. À la base, j'ai une formation d'audit et de contrôleur de gestion et de finance aussi. Et j'ai eu à travailler dans différents domaines. Franchement, c'est ça qui a été génial. J'ai eu de l'expérience professionnelle dans le milieu de la mode d'abord, ensuite du pétrole, des télécommunications, des industries agroalimentaires, des cabinets aussi d'expertise. Et donc, j'ai eu à travailler pendant à peu près 7 ou 8 ans à différents postes et ça m'a permis de voir le monde de l'entreprise, de vraiment vivre ce que c'est être un exécutant, être un salarié et de pouvoir m'épanouir dans ça. Et au détour de quelque chose de pas très positif, j'ai eu une expérience un peu négative dans la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves un peu à la croisée des chemins et que tu décides de ne pas faire ta vie pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Et comme j'ai toujours eu ce talent pour la création de bijoux, d'accessoires et tout ça, et que j'ai toujours, d'une certaine manière, nourri ce talent, j'ai décidé de me lancer. Mais comme me l'ont dit mes parents à l'époque, il y a une différence entre une intellectuelle, quelqu'un qui a des diplômes et qui se lance dans le domaine de la mode et de l'artisanat de façon générale, et ceux qui entrent dans ce domaine malheureusement habituellement parce qu'ils n'ont pas réussi dans les études ou parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunités professionnelles. Ok, ça y est. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où
c'est un domaine, du moins chez les francophones, parce que chez les anglophones, c'est une autre façon de penser. Je me suis retrouvée face à un domaine qui est vraiment catalogué, porte de sortie pour personnes en absence d'opportunités professionnelles ou en décrochage scolaire. Et il a fallu que je me construise une place, donc j'ai décidé à partir du moment où la place n'existait pas, il fallait la construire de A à Z. Donc, me créer cette niche-là et imposer ma patte dans ce domaine. Donc, c'est ce que j'ai commencé en 2011 avec les bijoux. Et ensuite, au fil des années, on a évolué vers les accessoires. Ensuite, les vêtements, avec une particularité, c'est l'inclusion de toutes les tailles, parce que le marché, il est très varié, il est très complexe. Vous ne pouvez pas faire des vêtements. J'ai toujours trouvé ça aberrant, mais ça, c'est le côté financier qui parle. Et marketing, j'ai toujours trouvé ça aberrant que les créateurs ne créent que pour une partie de la population qui n'est même pas la partie générale de la population africaine, du moins. Donc voilà, je ne peux pas me permettre de ne pas m'adresser à toutes les couches, donc à toutes les tailles. Donc on a lancé la ligne de vêtements, mais toucher toutes les tailles, de la taille XS au 5XL et plus. Et enfin, on a abordé le domaine des robes de mariée parce que la demande s'est vraiment imposée à nous. Il fallait créer des vêtements sur mesure pour des grands événements comme les robes de mariée, comme les mariages et les galas. Et c'est comme ça que la marque a évolué. Et ensuite, en 2020, il y a eu le Covid. Et encore une fois, grosse difficulté, mais dans laquelle nous avons vu une opportunité. Quand le Covid est arrivé, évidemment, tous les événements ont été annulés. Donc, on a perdu énormément de chiffres. Le chiffre d'affaires a énormément diminué. Les gens ne prenaient plus de vêtements, encore moins de bijoux. Ils étaient beaucoup plus concentrés sur leur survie et s'adapter à ce nouveau mode de vie. Et nous avons eu l'opportunité d'identifier un besoin, mais pas en Afrique. Ce besoin était plutôt en Europe, à Londres notamment, où il y avait un énorme besoin en produits, en soins de corps, donc soins du corps de la famille de façon générale, mais bio, c'est-à-dire avec des matières totalement naturelles. Et cette opportunité, nous avons identifié, nous sommes rentrés tout de suite dans la brèche en créant Daza Skin Shop, qui est une entreprise de commercialisation de produits cosmétiques bio, produits à partir d'éléments qui viennent de 4 coins de l'Afrique et notamment du Bénin, et destinés exclusivement au marché londonien pour le moment. Et ensuite, en 2021, nous avons lancé récemment, en mai, Ice London Coffee and Chocolate, qui se veut une ligne de café, une ligne de coffee shop. Donc, on entre maintenant dans le lifestyle, spécialisé dans des boissons glacées au chocolat et au café, mais avec des toppings, donc des décorations de pâtisserie française et locale. Et donc, on a ouvert la première franchise au Bénin en mai de cette année, et nous venons d'ouvrir la deuxième franchise au Togo il y a à peine 2 semaines. Donc, c'est un peu ça pour la biographie. C'est ce dont nous pouvons parler. Mais après, en termes de biographie, on en parle, ça a l'air très simple, mais c'est hyper complexe et hyper compliqué, notamment sur le plan financier. Donc, je ne suis pas personnellement issue d'un milieu social extrêmement riche. Je ne suis pas typiquement ce qu'on appelle une gosse riche. Je suis de parents fonctionnaires et très fiers. Et je n'ai pas forcément eu du soutien financier à mes débuts. Au contraire, il y a eu énormément de difficultés. Donc, la mentalité qui était absolument contre ça. Il m'est arrivé de me faire traiter de folle. Donc, évidemment, il n'y a pas de... Quand les gens ne vous soutiennent pas déjà en termes social, ils ne vont pas vous soutenir sur le plan financier. Pour eux, vous vous amusez, vous êtes folle, vous voulez passer du temps, vous voulez vous amuser quelque temps. Donc, j'ai encore très pris ça au sérieux. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée avec mes économies, les économies issues de ma vie antérieure, qui était une vie de salarié. Donc,
c'est aussi que je me suis lancée sur la base de l'économie. Et j'ai beaucoup vu en ligne tout au long des dernières années des internautes se révolter contre ce qu'ils appellent des vendeurs d'illusions qui font croire qu'ils se sont lancés avec 10 000, 15 000, mais qui sont en réalité issus de milieux sociaux assez privilégiés. Ce n'est pas du tout le cas. Et littéralement, tout est parti de mes économies d'anciennes salariés. Donc, on a commencé par les bijoux. Maintenant, il fallait trouver les opportunités pour les vendre. Donc, c'était les foires. Et les foires permettaient en fait de tester ce qui marcherait bien sur la clientèle et surtout d'avoir les feedbacks en live en fait. C'est ce qui est génial lors des foires. Et ensuite, il y a un gros piège qui est permanent dans l'entrepreneuriat et particulièrement l'entrepreneuriat, je pense, du luxe. C'est que quand on commence à avoir des revenus, la tendance est de dépenser dès le début, de dépenser dans des choses de luxe pour soi-même. Ah oui, j'ai commencé à vendre, à faire un chiffre d'affaires. Les gens commencent à parler de mon nom, de ma marque. Ok, je vais investir dans une grosse voiture, je vais investir dans des vêtements de luxe, je vais investir dans un lifestyle de luxe. Mais moi, je suis totalement contre ça dans la mesure où, quand on veut que son entreprise soit pérenne, on fait des sacrifices. Et on ne les fait pas quand on est là pour s'amuser. On est d'accord. Dans mon cas, ce n'était pas l'ambition. Et ça n'est toujours pas l'ambition. Donc, tout ce que je gagnais, en fait, je l'épargnais pour agrandir le stock. Donc, j'épargnais, j'ai commencé à recruter. J'ai recruté d'abord une personne que j'ai formée. Et ensuite, nous avons commencé à produire un stock plus grand, à faire de plus en plus de foires. J'ai pu recruter quelques commerçants dont la mission était en fait d'aller dans les bureaux, littéralement dans les administrations, et de proposer nos produits. Ce n'était que des bijoux à l'époque, des bijoux femmes. Et petit à petit, en écoutant la clientèle, est venu le besoin des hommes. On a commencé à faire des bijoux, mais toujours en choisissant des choses qui ne se trouvent pas de façon classique et commune sur le marché. Donc, en allant vers des pierres semi-précieuses. Ça a demandé beaucoup de recherche, beaucoup de connexions Internet. Donc, c'est autant de postes dans lesquels vous choisissez d'investir si vous voulez que l'activité soit pérenne. C'est vraiment ça. L'objectif, est-ce que mon activité, je veux qu'elle soit pérenne ou c'est juste pour m'occuper le temps de faire X, Y, de retourner au salariat ou certains considèrent d'ailleurs le mariage comme une porte de sortie de l'entrepreneuriat, ce que je trouve ridicule. Et ça n'a rien à voir. Donc, c'est un peu ça. Donc, toujours dans cette recherche de pérennité, au-delà des foires, on a commencé, donc, grâce aux commerciaux, à se faire connaître dans les administrations. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on plaçait les bijoux, les dames prenaient, à la fin du mois, les 10 commerciaux passaient pour récupérer les sous, au moment où le salaire était versé, et ils étaient payés sur une commission. Et c'est ainsi que j'ai développé le réseau. Et ensuite, grâce toujours à l'épargne, sur ce chiffre d'affaires, j'ai pu ouvrir mon premier espace, qui était un bureau dans un incubateur, une sorte d'espace coworking qui était à Petit-Pont à côté de nous. Et mon deuxième investissement assez intéressant, ça a été dans une boutique en ligne. Personne ne le faisait. Et j'ai investi d'abord dans un blog. Je ne savais pas comment utiliser un blog. Donc, j'ai contacté des gens qui savaient le faire, qui m'ont formé, que j'ai payé. Et ensuite, on a investi dans une boutique en ligne. Donc, on n'avait pas de boutique physique, mais on avait une boutique en ligne qui nous permettait en fait de vendre nos bijoux à l'extérieur. Et toujours avec cet esprit de pérennité, on a commencé à développer le chiffre d'affaires à l'étranger. Et c'est ainsi que... Si vous permettez, oui. Vous permettez, on va réajuster un peu votre micro. Oui, ok. Il fait énormément de bruit. Ah, d'accord, très bien.
Vous entendez? Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon maintenant? ça pourra... Voilà, parfait, c'est bon. D'accord. Donc, je parlais de comment on passe de la boutique en ligne à la boutique physique. Donc, encore une fois, c'est de l'épargne, c'est de l'épargne. Après ce premier espace, les clientes étaient de plus en plus en demande d'endroits où visiter toutes les créations. Le bureau ne suffisait plus. Donc, on a identifié avec mes collaborateurs une première boutique qui était un espace dans un restaurant artisanal qui avait énormément d'affluents. Et on s'est fait connaître de la clientèle du restaurant qui était vraiment métissée. Et on continuait à faire notre forme de promo, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, il y en avait qu'un seul qui s'appelait High Five. Et donc, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a commencé à se passer dessus, à continuer à faire la promo. Et donc, toujours des investissements en rapport avec la pérennité. Donc, premier investissement, c'est le matériel, les matières premières, de pouvoir offrir des produits différents de ce qui se fait sur le marché. Et ensuite, passer au développement et à la croissance en écoutant la clientèle, en écoutant son besoin et en investissant dans une boutique en ligne qui permettait de toucher un peu tout le monde dans la sous-région. Et enfin, une boutique physique pour la clientèle nationale. Et donc, c'est comme ça qu'on a évolué, toujours sur la base de l'épargne. Et ça demande beaucoup d'autodiscipline. Et ça demande aussi parfois d'être accompagné. Et j'ai eu la chance, au cours de ces dernières années, de rencontrer des personnes qui m'ont accompagnée en termes de conseils financiers, notamment T-Ventures, qui est une entreprise d'une femme et qui est spécialisée dans l'accompagnement des femmes particulièrement sur ce plan. Donc, vous vous retrouvez parfois au cours de votre croissance, au cours de votre développement, de votre croissance, à devoir choisir, je donne un exemple, entre offrir un bijou ou un vêtement de 100 000 francs à ce qu'on appelle les influenceurs. Je mets ça bien en griffe parce qu'il y en a très peu qui influencent réellement l'achat. C'est de ça qu'on parle. Je suis quelqu'un de très pragmatique, c'est peut-être le côté financier. Et vous vous retrouvez à soit offrir des créations de 100 000 francs à un influenceur qui, quand vous analysez, va vous ramener quelques nouveaux abonnés sur vos comptes, mais pas forcément des gens qui vont faire un achat direct. Soit cette option, soit continuer à développer votre réseau digital et non digital et faire de réelles ventes à 10 personnes de 10 000 qui vont vous rapporter 100 000. Sauf que le choix parfois est délicat, mais dans mon cas, il a relativement été vite fait. Parce que entre recevoir une vingtaine, une trentaine d'abonnés et vendre à 10 personnes à 10 000 pour avoir 100 000 et que ces 10 personnes soient satisfaites et demain me ramènent chacune 10 personnes, je pense que le choix est fait. Donc, il y a ce genre de choix relativement délicat auquel vous vous retrouvez confrontés tous les jours au cours de votre développement et de votre croissance. Ou un autre exemple, est-ce que j'investis dans l'achat d'une voiture de luxe pour moi-même, pour jouer la maligne, l'entrepreneur qui a réussi, ou je prends cette somme pour développer une nouvelle branche de mon entreprise. Ça, par exemple, ça a été le cas quand j'ai voulu développer la branche mariage qui demande quand même un fort capital parce que c'est des tissus d'une certaine valeur. C'est des collaborateurs en termes de couture qui ont un certain niveau, donc qui coûtent un certain prix. C'est l'achat de matières premières d'une certaine valeur et c'est derrière des photos avec des photographes d'un certain niveau pour que le rendu attire justement cette clientèle qui est capable d'acheter.
Donc, vous vous retrouvez tout le temps avec ce type de dilemme. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je ne choisis pas? Mais le dilemme est toujours relativement bien géré quand vous avez en tête vos objectifs. Si vos objectifs sont, si votre objectif est la pérennité, le choix est fait. Si votre objectif c'est faire le buzz, faire le buzz quelque temps, dire ouais j'ai réussi et puis disparaître, c'est aussi un choix que vous faites. Donc c'est vraiment toujours avoir son objectif en tête face aux différents choix qui sont présentés. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça qu'on a évolué et beaucoup d'investissements dans la com, mais une com ciblée. Par exemple, la cible à laquelle nous allons faire la communication des bijoux n'est pas forcément la cible qui va recevoir l'investissement communication pour, par exemple, les robes de mariée ou les vêtements pour le bureau comme ce que je porte. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment réfléchir à où est-ce que j'investis. Quand j'investis dans la com, j'investis vers qui? Faire une com ciblée. Il y a quelqu'un qui a dit, je sais plus quel auteur, si vous n'êtes pas, si vous ne faites pas encore de grandes choses, vous faites de petites choses de façon remarquable. Et c'est ce qu'on a fait tout le long de ces années-là, jusqu'à être invité sur des défilés internationaux comme Londres, Casablanca ou Lagos. Et il faut savoir que dans ces pays-là, c'est fashion is business parce que on voit la mode comme un domaine de paillettes, d'apparence, mais derrière, c'est une industrie créative qui nourrit des gens. Les tissus sont produits par des gens qui ont des familles. Ces tissus sont vendus par des gens qui ont des familles. Les gens qui coupent, qui travaillent avec vous ont des familles. Il faut leur payer une industrie qui est négligée peut-être dans le monde francophone ou qui est trop basée sur l'apparence, mais dans le monde anglophone, nous avons eu à travailler avec des gens qui ont conscience que c'est une industrie pérenne, qui bouge énormément et qui rapporte à l'économie. Et donc c'est un peu ça, donc ça a été ça relativement les leviers de développement et de croissance sur le plan financier et donc toujours les ventes avec les clients, les opportunités que les clients nous ramènent et les opportunités que les médias internationaux nous ont permis d'obtenir et c'est un peu ça le fil conducteur du développement et de la croissance. Maintenant, on va passer à la diversification. Comment nous nous sommes diversifiés? La diversification est très... Si vous permettez, avant qu'on aille à la diversification, on va rappeler une fois encore à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent toujours poser leurs questions, nous laisser leurs préoccupations en commentaire et après vous répondez sur chacune de ces questions-là. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va passer maintenant à la diversification. Comment on passe d'une entreprise de mode à une entreprise de cosmétiques à une entreprise dans la restauration. Mais c'est très simple, c'est l'identification d'opportunités. Donc, comme je l'expliquais, Dazzle Skin est venu d'une opportunité par une cliente qui nous a dit moi, j'habite Londres, le confinement est terrible, les gens sont fatigués d'utiliser les mêmes produits basiques, ils ont envie de se faire plaisir, mais surtout, ils ont envie d'ailleurs. Je suis africaine, je suis béninoise, je veux vendre d'ailleurs à des Britanniques, je veux leur vendre l'Afrique, c'est mon pays. Donc, avec cette personne, nous avons identifié les besoins. Et le besoin était très clair, c'était des produits cosmétiques, mais qui seraient bio. Vraiment, le côté bio, parce que le bio, on sait que c'est derrière le bio, la production de matières biologiques, ce sont des coopératives de personnes, surtout de femmes, qui vivent de ça et qui ne sont pas forcément payées, dans les matières premières, qui ne sont pas forcément payées à leur juste valeur. Donc, on a identifié cette opportunité et avec elle, nous avons décidé de lancer et s'est posé la difficulté de l'investissement. Alors, on s'est retrouvé en plein Covid, chute drastique du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait du peu de chiffre d'affaires qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait?
on essaie de tenir bon et de se mentir, ou on investit dans une autre start-up qui est capable de nous rapporter très vite assez. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, plutôt que de créer l'entreprise en Afrique et d'avoir tous les problèmes liés aux taxes douanières et tout ça, on l'a créé à Londres, tout simplement. Ce qui est bien dans ces pays-là, le système est mis en place pour que vous puissiez créer votre entreprise en ligne au Bénin, désormais. J'en suis très fière. Et désormais aussi. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé notre entreprise et tout ça. Et ça nous a permis de nous faciliter l'exportation. Nous avons identifié, grâce à une association avec laquelle nous travaillons, qui a un côté social pour faire les choses dont je vous parlerai plus tard, nous avons identifié une coopérative qui nous fournissait des matières premières très, très pures et qui nous aidait à transformer ça en deux types de produits. On s'est concentré sur deux types de produits, les gommages et la chantilly au beurre de karité, mais avec des senteurs qui viennent d'un peu partout de l'Afrique. Et le but, encore une fois, c'est de faire voyager le client qui est confiné en Europe, dans le froid et qui a besoin d'ailleurs. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et justement, le chiffre d'affaires issu de cette nouvelle start-up nous a permis maintenant de tenir bon jusqu'à maintenant et de lancer la chaîne de café. Alors, la chaîne de café est partie aussi de l'identification d'un besoin et d'une qui ça voulait être une opportunité. Nous servons à boire à nos clients qui se déplacent au Cameroun, que ce soit à Cotonou, au Burkina ou au Nigeria. Nous servons de la boisson. Et nous sommes rendus compte, moi, personnellement, étant une fan. On a un petit souci avec le micro encore, on va le réajuster. D'accord. J'ai le sentiment qu'avec les gestes et tout, le micro, tellement il est sensible que voilà. Très bien. Là, c'est bon. Oui, parfait, ça peut aller. D'accord, très bien. Très bien. Ok. Donc je disais que on a l'habitude d'offrir de la boisson achetée à l'extérieur aux clients. Et étant moi-même personnellement fan de Starbucks et ayant observé qu'il n'y avait pas du tout ça sur le marché et ayant beaucoup d'amis expatriés, ils se plaignaient souvent de ne pas pouvoir avoir la petite Starbucks assez en après-midi. Je me suis dit, on va tenter ça. Mais n'ayant pas du tout les compétences techniques dans la mode à la base et dans les cosmétiques, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a fallu investir encore les revenus de chiffre d'affaires d'Azexi dans le recrutement de cette compétence technique pour pouvoir monter Ice London Social Chocolate. Et donc, c'est ce que nous avons fait, c'est que au hasard d'un réseau social, littéralement, je suis tombée sur un chef britannique spécialisé dans la fabrication de boissons glacées à base de chocolat et de café que j'ai contacté, avec qui j'ai échangé, à qui j'ai expliqué mon projet. Et ensemble, il a été impliqué, il ne connaissait pas forcément l'Afrique. Et ensemble, nous avons mis en place toute la partie technique. On a investi dans ça, l'élaboration des recettes qui sont vraiment typiques à la marque, la consolidation des bases, donc l'élaboration des recettes qui restent secrètes, et tout ce qui est autour, tout ce qui est créatif autour. Je m'en suis chargée avec mon équipe, tout ce qui est création de logo, d'identité de la marque, de la vision, de la mission et de la promesse. Et nous avons lancé ça en mai parce que nous avions un espace libre au-dessus de notre showroom à Cotonou. Donc, c'est cet espace que nous avons aménagé. Au début, juste pour servir notre clientèle qui venait au showroom en bas. Et puis, au fil du temps, la demande a augmenté. Donc, on a aménagé ça en coffee shop cozy.
Et la clientèle s'est vraiment développée. Encore une fois, toujours de l'investissement vers une cible précise. Et ça a été le cas. Et grâce à Dieu, ce sont des clientes du coffee shop de Cotonou qui ont demandé à prendre la franchise pour Lomé parce que ça marche. On remercie Dieu, ça marche et ça permet de diversifier l'impact des charges et de toucher une clientèle plus grande. Donc, c'est à peu près ça le levier de diversification. Encore une fois, c'est de l'épargne et de l'investissement vers de nouvelles opportunités identifiées. Voilà, c'est ce que je peux dire en termes de diversification. Et dans la mesure où, après à peine 8 mois, on ne pouvait pas ouvrir nous-mêmes un autre coffee shop dans un pays étranger, on a pensé au système de franchise, qui est un système de partenariat où des personnes prennent la franchise sur la base d'un contrat d'exploitation de votre marque et de ses recettes, mais sur un territoire, sur un autre territoire. Donc, vous êtes en association avec ces personnes, ça agrandit votre réseau et ça permet de développer des activités. Voilà un peu ce que je peux dire sur le plan de la diversification. Donc, je pense que j'ai tout dit. Et je suis ouverte aux questions et je répondrai de la meilleure façon possible. Merci, Madame, pour cette brillante présentation qui retrace un peu votre parcours, qui lève aussi un point de voile sur ce que vous avez fait pour en arriver là. Ça a certainement inspiré plus d'un. Alors, on va y aller très rapidement avec les questions. Certains amis nous ont déjà laissé des questions. On va tenter donc d'en donner lecture très rapidement. La première question est de Sami Jabert. Sami Jabert qui estime qu'au Bénin, quand on a un projet, on est souvent confronté à divers obstacles. Entre ceux qui vous volent votre projet et ceux qui font tout pour que ça échoue. Alors, sa question, comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir pour un aboutissement heureux au milieu de ce qu'elle appelle des obstacles? Voilà. Ok. Personnellement, je vais parler de mon expérience. C'est beaucoup d'erreurs, beaucoup de en griffe, mauvaises associations, mais on apprend en fait de ces expériences-là. Il ne faut surtout pas traîner. Dès que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui coince, vous pouvez faire marche arrière, vous recentrer sur vos objectifs et pouvoir identifier des portes de sortie qui vous permettront d'avancer d'une manière ou d'une autre. Parce que l'erreur à commettre, c'est surtout de s'asseoir et de se dire « Ah, tout le monde est contre moi, ils veulent tous que j'échoue, ils veulent me voler mon projet. » Et que vous avez identifié des gens, et ça s'identifie très vite quand on est attentif, c'est que vous avez identifié des gens qui ne sont pas forcément positifs pour votre projet, vous les laissez de côté et vous avancez d'une façon ou d'une autre. Et il est certain, il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens qui sont dans le passé, qui étaient dans le passé des obstacles, finissent par devenir des supporters lointains ou proches. Ça dépend de si vous leur laissez la porte ouverte à nouveau. Donc il faut prendre compte de l'expérience, mais ne surtout pas s'attarder sur les effets négatifs sur le mental et sur l'avancée de l'entreprise. Il faut trouver le moyen d'avancer. Et c'est chaque jour un pas de plus en avant, rien d'autre. Je pense qu'il n'y a pas de formule miracle. Les gens vont vous vendre des formules miracles, mais il n'y en a pas. Et ce qui est dangereux, c'est ceux qui vous promettent des formules miracles, mais qui sont en fait les vrais prédateurs dans l'histoire.
ce sont des gens qui ont accès peut-être à de gros financements, mais qui n'ont pas forcément l'idée pour pouvoir obtenir ces financements-là et qui vont vous promettre monts et merveilles et vous, évidemment, prendre votre projet, aller le réaliser, mais ça ne dure jamais longtemps et ce n'est jamais à la hauteur de ce que vous aviez imaginé. On va rester avec notre ami Sami Jaber qui a une autre question. La question dit que le Béninois n'est pas forcément prêt à investir ce qu'il faut dans l'habillement. Ce sont les propos de Sami Jaber. Alors, sa question, comment réussir donc dans ce secteur, dans un pays où les gens ne sont pas prêts à investir suffisamment en termes d'habillement? Bon, personnellement, je ne dirais pas que le Béninois n'est pas prêt à investir dans l'habillement. Je dirais que le Béninois, de façon générale, est prêt à investir dans l'habillement, mais dans des marques étrangères. Il ne faut pas qu'on se demande, c'est clair et net. Donc, c'est toujours ma formule. À partir du moment où vous identifiez que ça, c'est un obstacle, vous vendez à l'étranger et le Béninois vous reconnaît. Ça a été notre cas. Et quand le Nigeria nous a ouvert les portes, à ce moment-là, la clientèle béninoise qui voyait bien qu'on avait lancé la ligne de vêtements, mais qui critiquait, qui méprisait, a commencé à s'intéresser. Ah, mais si le géant d'à côté s'intéresse à ça, c'est que c'est pas mal. Donc, ils ont commencé à s'intéresser et pendant ce temps, nous, on continuait sur d'autres fronts. Donc, c'est identifié comme culture intrinsèque. Donc, il faut contourner ça, se battre sur d'autres fronts et ça viendra. Mais nous avons aujourd'hui, grâce à Dieu, une clientèle béninoise qui s'habille chez nous et qui sait que ce qu'elle va porter, elle ne le reverra pas en 5, 10, 15 exemplaires ailleurs. Il y aura toujours cette petite marque créative qui fait que chacun est unique. C'est un peu ça. Voilà, j'espère que notre ami Sami Jaber a pu obtenir gain de cause à ces deux questions. On passe à la question suivante, celle de Ernest Tomé. Comment définir des objectifs de croissance? Comment définir des objectifs? Et quelles sont les règles que doivent respecter les objectifs? C'est une question. Alors, d'accord. Alors, comment définir les objectifs de croissance et c'est quoi les règles? Je vais répondre de façon globale. Vous définissez vos objectifs de croissance en fonction de votre ambition et de votre vision. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise? À partir du moment où vous avez défini votre vision, je donne un exemple. Je veux être la première chaîne de café Made in Africa. Ça, c'est mon ambition, c'est ma vision. C'est mon ambition. Ma vision, c'est il y aura un coffee shop Ice London 229, 228, 227, 223. Il y aura tous les codes des pays africains. Ça, c'est ma vision. D'accord? Maintenant, je dois définir mes objectifs de croissance. Les objectifs de croissance, c'est je veux créer de façon pragmatique, intrinsèque, réelle, ces coffee shops, les implanter dans ces capitales-là. Pour ça, je dois atteindre l'objectif de quoi? Intéresser les habitants de ces capitales-là par ma communication digitale. D'accord? C'est mon objectif, c'est l'un de mes objectifs. Identifier les besoins des habitants de ces capitales-là. Identifier des potentiels partenaires qui me permettront de réaliser ma vision, pouvoir rencontrer ces partenaires-là, leur vendre le projet. Tout ça, c'est des objectifs, mais qui sont issus de ma vision. Donc, pour moi, la règle pour les règles, non, on va dire la règle pour élaborer des objectifs de croissance, c'est de définir ta vision, les règles, définir ta vision, son ambition, ta vision, et mettre de façon écrite, claire et nette
comment atteindre, comment réaliser cette vision. Pour moi, c'est ça, mettre en place des objectifs de croissance. J'espère que j'ai répondu. Oui, on espère aussi, toujours avec notre ami Ernest Atomé, il a une autre question. Doit-on systématiquement se tourner vers l'extérieur lorsque, au plan local, votre entreprise ne se développe pas? Est-ce qu'il faut forcément se tourner vers l'extérieur? Je pense que, quand je pense... Pardon? C'est bon? C'est bon? Oui. Oui, mais la caméra est bloquée de mon côté. La diffusion est bloquée sur l'image. On vous reçoit. D'accord, ok, très bien. Je pense qu'il faut premièrement identifier qu'est-ce que la clientèle locale veut. Si vous êtes capable de répondre à ce besoin, alors vous concentrez les premiers mois ou les premières années de votre entreprise à répondre à ce besoin local avant de vous développer vers l'international. C'est un choix. Mais sinon, le digital nous offre en fait une formidable opportunité d'atteindre le monde entier. Grâce au digital, le monde n'a plus de frontières. Donc, je pense qu'il ne faut pas se concentrer juste sur un marché. Il faut se concentrer sur le marché local en répondant aux besoins si possible, mais aussi garder un esprit ouvert sur l'international et pour pouvoir se développer plus vite. On va prendre la dernière question de notre ami Ernest Atomé avant de passer à une autre personne. En tant qu'entrepreneur spécialisé dans la mode et le lifestyle, quelle orientation stratégique ou quels objectifs particuliers il faut se définir si on souhaite réussir? En termes d'objectifs stratégiques, encore une fois, ça revient à votre vision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut pouvoir s'asseoir et faire une introspection. J'ai créé mon entreprise de mode ou dans le lifestyle. Quand on dit lifestyle, c'est beaucoup de choses. C'est la restauration, c'est la joaillerie, c'est la mode, c'est les vêtements, c'est les cosmétiques. Le lifestyle, c'est littéralement en français le mode de vie. Donc, il y a énormément d'opportunités dans le mode de vie, comment nous vivons. Une entreprise qui fait par exemple de la décoration pour des grands événements est d'une certaine façon dans le lifestyle. Et qu'il faut définir déjà dans quel domaine particulier, dans quel secteur précis de ce domaine-là, dans quel métier je pense avoir les capacités d'exceller. Ensuite, qu'est-ce que je veux offrir? Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux offrir? Quelle est ma mission, pardon? Qu'est-ce que je veux offrir à la clientèle? Et aussi, qu'est-ce que la clientèle locale veut? Parce que c'est d'abord ça comment on appelle ça? C'est un peu ça mon vivier. Qu'est-ce que la clientèle veut? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Qu'est-ce que je promets de lui offrir? Ce sont autant de questions, en fait, qui sont des objectifs stratégiques dans ce domaine-là. Et je pense qu'ils peuvent être utilisés dans tous les domaines. On en revient vraiment de façon générale à qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux offrir et qu'est-ce que la potentielle clientèle veut. Et surtout, où est-ce que je veux aller et jusqu'à quand? Comme je disais, vous allez vous retrouver à des carrefours, il faudra faire des choix selon vos objectifs. Est-ce que je veux que mon entreprise soit pérenne? Donc, je fais ce choix-là. C'est un objectif stratégique, la pérennité, ou je veux juste gérer ça quelque temps et passer à autre chose. C'est aussi un objectif stratégique que vous fixez. Mais on en revient toujours à votre vision. Je veux travailler, je veux créer une start-up dans le domaine de la mode et du mode de vie, donc du lifestyle. Je choisis mon domaine et en fonction de ça, en fonction de mes objectifs, je définis
mes objectifs. Pardon, en fonction de ma vision, de ma mission, je définis mes objectifs. Donc, on en revient toujours à mon humble avis à ça. Voilà, Monsieur Ernest Atomey qui nous fait déjà un feedback, qui vous remercie déjà pour avoir répondu à ces questions et Merci. vous souhaite beaucoup de succès. Merci. On a une question de Madame Carole Tossou qui vous félicite pour vos parcours et elle souhaite savoir qu'est-ce qui en fait a créé le déclic chez vous au point de vous amener à abandonner ce confort financier mensuel qu'elle met entre griffes en tant que salarié pour que vous vous retrouviez à embrasser une carrière d'entrepreneur. Ça c'est la première question. D'accord. Sa deuxième, est-ce que vous avez préparé suffisamment cette transition-là ou cela s'est fait du jour au lendemain? Ok. Alors, et le troisième volet de sa question, je vous donne le troisième volet de sa question. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner ou partager avec ceux qui souhaitent effectuer aussi le grand saut, comme vous l'avez fait il y a quelques années? D'accord. Voilà. D'accord. Je pense que le déclic, dans mon cas très particulier, ça a été une sorte d'accident de parcours. Je reconnais que je n'ai jamais abandonné mes hobbies. C'est-à-dire que je triais des bijoux depuis mes consoeurs qui ont fait le collège qui étaient avec moi pour en témoigner. J'ai toujours eu cet amour pour le créatif, malgré mes bonnes notes dans les matières principales et dites classiques. Donc, c'est ce hobby et d'autres comme le dessin qui s'est développé maintenant dans le dessin de mode. Ces hobbies, je les ai nourris. Je les ai nourris au fil de ces années-là. Donc, bien qu'en étant salarié, j'ai toujours une petite part de mon salaire que j'investissais dans des livres de haute couture, dans des livres de broderie, dans des livres sur les matières premières, les matières précieuses, pardon, comment les reconnaître à vue d'œil. Et je m'inscrivais aussi dans des cours en ligne. Comme je disais à l'époque, il n'y avait pas du tout de réseaux sociaux. Il y avait des blogs. Donc j'investissais dans ça, d'aller sur les blogs, tout ça. Et donc ça a toujours été à côté. Les anglophones disent side job. Job, je dirais oui, parce que c'est devenu une activité. Mais j'avais toujours une activité salariale principale. Et le déclic a été une sorte d'accident de parcours un peu négatif, qui a été un levier extraordinaire, et que je me suis retrouvée dans une situation d'avoir subi une tentative d'empoisonnement là où je travaillais. Je n'aime pas trop en parler, mais je pense que je n'en ai pas vraiment parlé publiquement, mais c'est en fait ça qui a été le déclic. J'ai subi une tentative d'empoisonnement parce que je faisais bien mon job. Vous savez, les auditeurs, on n'est pas très aimés. On est un peu la police. On est la police de tout le monde. On est la police de la finance. On est la police de la qualité. On n'est pas forcément aimés. Et je faisais un job en rapport avec leur formation d'auditrice. Et la façon dont je faisais mon job ne me plaisait pas forcément. Et surtout, on va dire, pas la façon de faire, mais c'est le job en lui-même intrinsèque qui ne plaisait pas forcément à des gens, à des individus, et donc qui ont tenté de mettre fin à ma vie, ou du moins de la perturber. Je veux dire ça, de la perturber. Et donc à ce moment-là, j'ai été hors circuit pendant environ 3 mois. Dans des circonstances extrêmement éprouvantes physiquement. Le diagnostic était totalement en griffe finale, donné, c'était la fin. Et puis, à ce moment-là,
je me suis dit, du fin fond de cet enfer personnel, je me suis dit, si j'arrive à sortir de ça, je ne vais plus me mettre dans une position, je vais mettre ma vie en danger pour un salaire. Parce que, comme elle l'a dit, c'est un confort financier en Grèce. Et ça a été ça, en fait, le déclic. Et au sorti de cette période-là, mais vraiment littéralement au sorti de cette période-là, je me suis levée parce que j'étais capable à ce moment-là de me lever. Et je suis allée, à l'époque, ça s'appelait, j'ai oublié le nom, mais c'était à la CCIB. C'était un bureau où on créait des entreprises. C'était un tout petit bureau, tellement il n'y avait pas d'entrepreneurs. C'était une toute petite pièce et vous pouviez le rang dehors. Et quand vous rentriez, un monsieur vous demandait alors vous voulez créer quoi, donc quoi, remplissez les papiers, vous payez énormément, quand même beaucoup pour les timbres, pour les frais et tout ça. Vous deviez attendre que ça soit publié dans le journal. Il y avait tellement de démarches à faire. Et pour moi, c'était une nouvelle aventure. Je voulais vraiment mettre cette époque de côté. Mais il faut savoir que ce n'est pas un abandon, dans la mesure où, et c'est ce que je dis souvent aux gens qui disent oui, mais pourquoi tu as fait autant d'études pour finir dans ça? Ça dont vous parlez, c'est une industrie créative qui nourrit des milliers de personnes. Aujourd'hui, nous avons environ 50 personnes qui travaillent pour nous au Bénin, à peu près une dizaine au Nigeria, à Londres, à peu près 5 ou 6, au Burkina aussi, au Togo aussi. Et on ne parle pas de ceux qui sont sur le digital et qui nous assistent. Mais les longues études, les études dans des domaines comme l'audit ou la finance, ça apporte énormément, je tiens à le dire publiquement, ça apporte énormément parce que vous pensez investissement, vous pensez pérennité, vous ne dépendez pas forcément de comptables ou de personnes qui vont vous donner des conseils financiers douteux. Certes, vous allez en rencontrer pendant votre parcours, mais le fait d'avoir un background académique d'un certain niveau fait que vous êtes moins sensible, moins sujet à des erreurs et à certaines expériences malencontreuses et aussi à de la dépendance. Voilà. Vous pensez business. C'est un peu ça. Vous pensez business, vous pensez rentabilité, vous pensez pérennité. Donc c'est un peu ça, je pense que j'ai répondu à ça. Ah, le conseil par rapport à ceux qui veulent faire le grand saut, n'attendez rien de personne. N'attendez absolument rien de personne. Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, faites de votre épargne sur votre salaire, si possible, ce que j'appelle le matelas financier, c'est-à-dire une sorte de capital qui vous garantit que vos premières charges, au moins de la première année, l'année de développement, c'est comme un bébé, hein, ça titube, ça essaie de marcher, que ce salaire, une épargne dessus, soit un matelas financier qui vous permet de couvrir ces charges-là, le temps que votre idée se développe, soit structurée, se développe et évolue. C'est mon unique conseil. Voilà, il est certainement bien reçu ce conseil-là. On va passer à une autre question, celle de Tiana Féchitan. Bonsoir madame, je vous remercie pour votre brillante intervention. Alors, sa question a 3 volets. La diversification doit-elle forcément être tournée vers l'extérieur? C'est là le premier volet de sa question. La deuxième, peut-on avancer aujourd'hui sans la digitalisation? Et le troisième volet qui rejoint un peu le dernier volet de la question précédente, conseil. Quel conseil donnez-vous aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs? D'accord. Alors, la première question, c'est la diversification doit-elle être forcément tournée vers l'extérieur? Non, absolument pas. J'ai parlé de Dazzle Skin, qui est une opportunité que nous avons identifiée
parce que cette clientèle qui était dans la demande était à l'extérieur. Mais Ice London, Ice London Coffee and Chocolate, c'est local, c'est implanté localement. Donc, comme j'expliquais, vous pourrez voir sur les réseaux sociaux après, il y a Ice London 229, il y a Ice London 228. Ce sont des boissons avec des toppings, donc des décorations au-dessus, qui sont composées de friandises locales et de pâtisseries d'ici et d'ailleurs. Donc, vous avez par exemple du concada, vous avez du naturellement, vous avez beaucoup de choses. Et c'est vendu localement parce que c'est implanté localement. Et ça va continuer, par la grâce de Dieu, à être implanté dans diverses capitales, mais toujours en mettant en valeur des produits locaux. Donc, tout est question d'identification de votre marché cible. Ce n'est pas vraiment une obligation. C'est vraiment pas une obligation. Voilà. Le deuxième volet de la question, c'était? Le deuxième volet de la question, c'était plutôt la digitalisation. Est-ce que l'on peut avancer aujourd'hui sans Non, je pense que non. digitalisation? Non, je pense définitivement non. On ne peut pas. On ne peut pas. Ça permet d'être proche, de découvrir de nouveaux clients, donc d'agrandir son marché, d'être proche des clients, de communiquer en permanence avec les clients, de découvrir ce qui se fait localement ou ailleurs, de faire de la veille concurrentielle, de développer ses idées, de développer ses offres. Donc, c'est juste impossible. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Voilà. Et le troisième volet, c'était le conseil aux jeunes entrepreneurs. Les conseils. Voilà. Définissez bien votre idée, structurez-la, de façon à ce que quand vous allez vous retrouver devant des personnes qui en doutent, et je vous assure que les gens vont en douter, moi ça fait 15 ans que j'entreprends, il y a encore des gens pour me poser la question pourquoi tu as fait des études, alors que c'est évident. Donc, vous allez toujours vous retrouver en face de personnes qui vont douter de vous, de votre idée, de votre potentiel avancé. Mais si à la base vous avez bien réfléchi à votre idée et que vous l'avez bien structurée, ces doutes-là ne vont pas vous secouer. Donc, croyez en vous. Vous êtes capable de grandes choses. Il faut juste trouver son couloir et foncer dedans. Voilà, croyez en vous, voilà qui est bien dit. On va prendre une question que nous avons là sous la main, Chialoli, voilà, qui souhaite comprendre quelles sont les erreurs qu'il faudrait à coup sûr éviter quand on veut construire son autonomie financière dans une entreprise de mode et de lifestyle. Les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, j'en ai parlé précédemment. Je pense que la première erreur à éviter, c'est La première erreur à éviter, c'est de vouloir tout de suite, dès le début, faire des dépenses de prestige. Si vous pensez pérennité, vous allez penser d'abord les dépenses qui vous permettent d'avancer. Excusez-moi. Vous allez penser d'abord à des charges qui vous permettront d'assurer la continuité de l'activité. Donc, c'est un gros piège à éviter parce que c'est l'industrie de la mode, du lifestyle, c'est l'apparence. Je veux paraître ci, je veux paraître ça, je veux montrer que ça marche. Tu veux montrer que ça marche à qui? C'est ton chiffre d'affaires qui montre que ça marche. Ce sont tes clients. Les clients, la clientèle qui se développe en termes de quantité qui montre que ça marche. Donc, je pense que c'est l'un des premiers... excusez-moi. Là, c'est bon. Je pense que c'est l'un des premiers pièges à éviter. Ce sont les dépenses dans le prestige, dans les postes trop prestigieux dès le début. Il vaut mieux se concentrer sur les postes de croissance, notamment la matière première, la production et la communication. Voilà.
Voilà, je crois que nous avons épuisé les questions que nous avons sous la main. On a le retour de Madame Karotosu qui vous dit merci pour les réponses à ces questions et vous souhaite beaucoup de courage ensuite. Merci. On a également le feedback de Sami Jaber qui vous dit merci aussi pour les réponses à vos différentes questions. On pourrait encore prendre une question avant de boucler définitivement la boucle. Pour vous qui nous suivez, vous pouvez nous laisser vos questions, vos réactions en commentaire sur notre page Facebook. Vous laissez donc sur le direct vos questions en commentaire très rapidement. On va prendre une toute dernière question avant de boucler définitivement cet entretien. Je vous rappelle que nous recevions aujourd'hui pour ce 5e et dernier numéro de notre UBA Business Series pour le compte de cette année, évidemment, puisque l'année prochaine, on sera encore là avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont réussi à se faire leur chemin dans bien des domaines dans lesquels ils se sont illustrés. Donc, on sera avec ces personnes-là pour qu'elles partagent avec nous leurs expériences, pour qu'elles partagent avec nous les secrets de leur réussite et de leur succès. Allez, la dernière question, elle ne vient pas puisque nous sommes tenus par le temps. On va vous demander, madame, de clore cet entretien. Qu'avez-vous à dire pour résumer tout ce que nous avions dit jusqu'ici? Déjà, je voudrais remercier, je pense que c'est le plus important pour clore ça, c'est de remercier UBA Bank pour cette opportunité. Je ne suis pas je ne suis pas une grosse pratiquante des lives, j'en ai jamais fait pour parler de ce parcours sur les réseaux sociaux. Donc, je vous remercie pour l'opportunité et merci de nous aider à communiquer, à faire connaître notre histoire et merci à ceux qui se sont connectés, merci à ceux qui ont relayé, qui n'ont pas pu se connecter parce qu'ils sont au boulot, ainsi de suite, mais qui m'ont envoyé plein de feedback sur WhatsApp et des encouragements. Je vous dis merci. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Merci à tous. Et encore une fois, l'industrie créative, le monde francophone devrait un peu plus le considérer et parce que c'est un pilier de développement sous d'autres cieux. C'est énormément, c'est pas juste l'entrepreneur devant qui est joli, qui vous plaît physiquement et blablabla. C'est derrière, c'est des familles qui vivent de ça, de la production de matières premières, de la fabrication des articles, de la communication autour de nos marques et de la digitalisation de tous nos services et tout ça. Et donc, merci encore une fois à la banque de nous avoir donné cette opportunité et on va continuer à essayer de vous rendre tous fiers. Merci, c'est nous qui vous remercions plutôt pour cette opportunité que vous nous donnez de partager cette belle expérience que vous aviez dans votre domaine, ce riche parcours qu'est le vôtre. Vous avez partagé les secrets de votre réussite avec nous, avec nos amis, avec nos clients, qui sont désormais nos potentiels clients. On vous dit merci. Merci surtout d'avoir accepté cette invitation et de participer à ce qui est désormais une tradition chez nous, le UBA Business Series, qui est une façon pour la banque UBA d'apporter à ses clients et à ses potentiels clients des astuces, des tuyaux pour permettre à ceux-là qui ont envie d'embrasser, de faire carrière dans un domaine donné, dans l'entrepreneuriat de façon générale, de pouvoir entrer en contact avec des gens qui ont une certaine parcours pour justement partager leur expérience et se faire leur idée de comment ils peuvent eux aussi conduire leur entreprise pour la pousser vers le niveau supérieur. C'était donc le dernier numéro de cette année 2021. Ça a été un bonheur pour nous de vous avoir avec nous, Madame Sarah Kodjo. Un honneur partagé, merci beaucoup. À toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui ont suivi le direct sur notre page Facebook, à ceux notamment qui ont posé des questions. On dit merci notamment à Tiana Fichitan, Sani Jaber, Madame Carole Tossou, Chaouli,
laisse un terrain et tous ceux-là qui ont bien voulu être des nôtres, mais qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pu être connectés. Ça n'est pas bien grave. Rendez-vous le mois prochain. Ce sera déjà en janvier, Plaise au ciel. On sera là pour un autre numéro de UBA Business Series. On vous dit à très bientôt et par anticipation, portez-vous bien et heureuse année 2022. Heureuse année 2022. Merci. Et à très bientôt. Allô, maman. Bonjour. Bonjour mon fils, ça va? Je vais bien, merci. Et papa? Oh, ton père se porte bien. Aïe, oh. Mais tu ne m'as plus envoyé les sous comme promis. Ouais, vraiment désolé, maman. Je te l'envoie aujourd'hui, t'inquiète. Non, envoie en même temps avant que tu n'oublies encore. Ok, pas de problème, je le fais tout de suite. Tu peux même vérifier. Tu es sûr? Ouais, je te paie l'abonnement télé et je te rembourse le crédit pour ton long appel. Ah oh, merci mon fils, Dieu te bénisse. Amen, amen. Je t'aime, maman. Bisous. And they dance to my music and they show me love. Girls wanna touch, wanna love, they want the love. Say I got one life, make I leave, I'm see I don't try. Hustle for street and all. I guess one way they give me things I need.